Très cher développeur .NET, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où est-ce qu'on va faire le tour de la toute dernière preview de .NET 9, à savoir la preview 2 qui, par rapport à la date de tournage de cette vidéo, est sortie la veille au soir. Donc, cette preview 2, qu'est-ce qu'elle apporte? On a eu une preview 1 qui était un poil timide, je trouve. Est-ce que la preview 2 a vraiment fait un gros bond en avant? Ou est-ce que, encore une fois, c'est assez timide et on voit du coup que se dessine globalement que .NET 9 sera une petite version intermédiaire? Je t'en parle dans cette vidéo. Mais avant toute chose, si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à lâcher ton pouce vers le haut sous la vidéo. Laisse aussi un petit commentaire si cette vidéo t'a plu, ça aide beaucoup au référencement de ma chaîne. Tu peux bien entendu t'abonner pour recevoir une notif quand je poste une nouvelle vidéo et tu restes d'ailleurs libre ou non d'activer ces notifications. Si tu veux plus de contenu autour des technos.net, tu peux t'abonner à ma chaîne en abonné premium. Normalement, sous la vidéo, tu as rejoindre, soutenir ou un autre truc comme ça qui te permet d'avoir accès à des vidéos entre guillemets privées qui vont te permettre d'élargir ton panel de connaissances autour des technos.net et en plus, autre avantage, tu recevras en avance de phase les vidéos qui vont arriver sur la chaîne, tu auras accès avant tout le monde. Tu peux donc t'abonner soit avec le niveau basique avant-première pour avoir accès en avant-première à toutes les vidéos, ou aller un cran plus haut et avoir accès à des vidéos privées. Et si tu veux plus de contenu autour des technos.net de façon plus professionnelle, je te renvoie vers ma plateforme htestlearning.com. Tu as le lien dans la description, également ici à l'écran. Tu trouveras sur cette plateforme tout mon catalogue de formations en VOD. D'ailleurs, la formation sur Blazor a été terminée. J'ai maintenant Blazor en .NET 8 avec toutes les variantes serveur, WebAssembly et hybride qui est encore en pré-vente jusqu'à la fin du mois de mars. Après, elle passera à son prix complet. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller voir ce cours pour en apprendre plus sur cette techno qui est juste magique. Je ferme la parenthèse et je te remercie de ton soutien. .NET 9 Preview 2, donc pour ceux qui aiment bien suivre ce qui va arriver dans .NET 9, enfin tout du moins dans les nouvelles versions de .NET, on va s'y atteler. Alors la façon dont Microsoft s'attaque à cette nouvelle version cette année est différente de ce qu'on avait avant. Avant, notamment pour .NET 8, on avait un post sur leur blog toutes les previews qui reprenaient en fait la logique. Maintenant ici, il va falloir qu'on aille décortiquer dans la doc parce qu'en fait la doc est juste mise à jour et donc des éléments sont ajoutés ici et là et il faut donc qu'on décortique ensemble. Donc je vais pas du tout prendre de temps sur ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Si ça t'intéresse de voir ce qu'il y avait dans la preview 1 et qui n'a pas changé du coup, je te renvoie vers la vidéo, tu as la petite bulle là-haut pour y accéder. Maintenant, on va se focaliser sur la preview 2. Donc au final, on va descendre un petit peu, il n'y a pas grand chose de nouveau, en fait j'ai l'impression que c'est du happen dans leur doc, donc tout ça on l'avait déjà vu avant. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien ça y est, ils commencent à parler de la performance qui à chaque version de .NET fait le cœur d'une nouvelle version. Ils trouvent toujours des moyens et c'est assez dingue d'améliorer la performance du framework. Alors certes il y a des petits moyens à mon petit niveau par exemple parce que je me rends compte qu'effectivement là c'est un peu dommage qu'ils ne fassent pas ce pas supplémentaire, mais là les performances dont on parle c'est carrément fou. Donc déjà la première chose c'est au niveau du compilateur JIT qui font énormément de choses. Alors si tu sais pas ce que c'est le compilateur JIT, encore une fois j'ai fait une vidéo sur comment fonctionne .NET, je te mets le lien là-haut. C'est le compilateur intermédiaire qui va justement améliorer les performances. À noter que si pas de compilateur JIT, ça veut dire qu'on a compilé en AOT, donc ces optimisations ne sont pas valides, étant donné que c'est pour la partie JIT ici en l'occurrence, sauf pour où c'est écrit spécifiquement AOT bien entendu. Optimisation au niveau des boucles. En bref, ils vont introduire une variable d'induction. Dans l'idée, c'est que sans rentrer dans le détail de comment ça fonctionne à un niveau bas niveau, parce que même moi en fait je suis même pas sûr de comprendre exactement comment ça fonctionne. Il parle juste d'alignement mémoire par rapport à un int qui faut 4 bits et qui va donc valoir 8 bits par rapport à ces notions de x64 vu que la taille en fait qui est représentée dans la mémoire n'est pas la même. Donc c'est des optimisations à un très très bas niveau, mais en bref, toi et moi surtout, ce qu'il faut qu'on retienne, c'est que les boucles forts pour parcourir un tableau comme ça vont aller plus vite grâce à un meilleur alignement mémoire, tout du moins c'est ce que je peux en comprendre ici, avec la notion de x64, parce qu'un int basique en x64 est représenté sur 8 bits et non pas sur 4. Donc dans l'idée, ça va nous permettre d'aller plus vite sur les boucles parce que la mémoire sera mieux alignée. Ensuite, une amélioration au niveau de la partie AOT. Donc l'AOT, c'est vraiment, ils poussent vraiment pas mal là-dessus. Alors il y a beaucoup de choses qui manquent encore pour le moment, mais dans l'idée, ils vont améliorer les notions de inlining. Alors l'inlining, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est que si tu as une méthode qui est assez petite, qui pour qu'elle soit en fait
directement inséré au niveau de la méthode parente plutôt qu'avoir un saut dans la pile de méthode qui va donc décaler un décalage de curseur au niveau de la pile qui prend un poil de temps. Alors c'est vraiment minime, mais dans l'idée c'est que au lieu de faire ce saut inutile qui crée un nouveau contexte de fonction, on va simplement prendre le code qui est dans la fonction pour l'insérer dans la fonction parente. Et bien en fait ça a été amélioré pour l'AOT parce que l'inlining normalement c'est quelque chose que le JIT fait de son côté. Qui va lui permettre d'optimiser les performances. On peut même d'ailleurs mettre des optimisations par le biais d'attributs au-dessus de certaines méthodes. Maintenant en AOT, dans l'idée c'est qu'ils veulent faire en sorte que ce soit amélioré directement pour ceux qui compilent en AOT. Même si en vrai c'est beaucoup moins répandu que le JIT, en l'occurrence, ça va quand même permettre de gagner en performance pour ceux qui vont compiler en AOT. Et je pense notamment à Maui et à Blazor WebAssembly qui vont de plus en plus se baser sur ce type de technologie pour avoir des binaires qui soient directement natifs par rapport à la plateforme cible. Ensuite, alors là, ça pareil, c'est une belle amélioration et il me tarde de la mettre en œuvre sur mon projet, c'est la partie PGO. Donc c'est le Profile Guide Optimization qui a été activé par défaut en .NET 8, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu énormément de gains de perf en .NET 8. En .NET 7, c'était sur option. D'ailleurs, Stephen Toub, dans son blog post, en avait parlé de cette PGO. En gros, dans l'idée, c'est que le compilateur JIT va aller faire de l'instrumentation du code, va en fait surveiller grosso modo quels sont les fonctions qui sont les plus appelées pour les optimiser à la demande en fonction de leur niveau d'appel. Si tu veux en savoir plus, je te renvoie vers son article de blog où il en parle beaucoup plus en détail, mais dans l'idée, avec .NET 9, ils ont été encore un peu plus loin dans ce que peut faire ces optimisations pour gérer la partie typage avec les castes et la vérification des types. En fait, c'est assez simple, c'est que si il est possible de se passer de certaines vérifications, c'est typiquement ce que fait le PGO, comme par exemple quand on va itérer sur un tableau. Normalement, le compilateur JIT va mettre en place un ensemble de mécanismes pour vérifier qu'on ne dépasse pas la taille du tableau. Et si on le fait d'ailleurs à l'exécution, on a ce fameux index out of range exception. Et bien là, dans l'idée, en fait, ce sont des choses qui vont enlever, des vérifications qui vont enlever pour aller plus vite en performance, uniquement si on est capable de détecter qu'effectivement, la taille du tableau ne sera pas dépassée par rapport au contexte. C'est typiquement ce que ce genre d'optimisation font. Et donc, ici, encore de nouvelles choses qui vont faire qu'il y aura encore des choses qui iront plus vite en .NET 9. Ensuite, ça continue à travailler sur la partie ARM64. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve quand même super sympa. Donc ici, on a la vectorisation au niveau d'ARM64 qui nous permet de gagner en performance. L'ARM64, du coup, ça change du x86 d'Intel, qui est la plateforme qu'on a généralement par défaut. Mais l'ARM64 a un avantage d'être beaucoup moins énergivore que les x86. Et donc, on voit quand même pas mal de choses qui bougent côté .NET et même côté Microsoft en général autour de l'ARM pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça se démocratise dans certains types de laptops qui se veulent être avec une plus longue durée de vie en termes de batterie, et surtout eh bien, Apple a sorti ses processeurs M1, M2, M3 et ainsi de suite qui se basent sur de la RM64 et qui vont permettre en fait et du coup Microsoft veut surtout permettre que les programmes .NET puissent tourner nativement sur cette plateforme en tirant le maximum de ce type de processeur. Donc c'est quand même pas mal qu'Apple pousse dans cette direction là parce que du coup ça fait bouger les lignes au niveau de l'industrie et bah forcément il faut que .NET s'y mette également. Ensuite, au niveau du SDK, des modifications au niveau de la partie test qui vont en fait permettre maintenant d'avoir .NET Test qui est directement intégré dans MS Build et que donc MS Build supporte le build en parallèle et qu'il va donc falloir pouvoir gérer la partie test en parallèle. Donc vu que c'est intégré maintenant dans le moteur de build, cette partie test, on peut également le configurer. J'ai cru voir quelque part, mais alors je ne le retrouve pas ici à l'écran, je ne sais plus où je l'avais vu, qu'on avait cette notion que c'était important pour MS Test, qu'il fallait faire attention. En l'occurrence, il faut juste savoir maintenant que .NET Test est un peu plus intégré avec MS Build et qu'il y a donc une nouvelle propriété qu'on peut mettre ici pour déterminer en fait la notion de parallélisme directement dans la partie test. Et ensuite, on a cette petite modification, le roll forward du .NET Tool. C'est assez simple à comprendre. Ça veut simplement dire que, en gros, si on a .NET Tool qui tourne sur une version X de .NET et qu'on a une version Y du runtime .NET ou du SDK .NET, on va pouvoir avoir un déphasage de version entre les deux. Donc, ça va permettre en fait, avec ce flag, de dire qu'on va tout simplement avoir un déphasage entre la version de l'outil et la version de .NET. Un cas très simple, c'est par exemple le .NET EF, qui est donc un .NET Tool utilisé pour pouvoir gérer les migrations au niveau de .NET. Quand
EF Core 9 va sortir, on aura .NET EF, le tool, qui va se baser sur .NET 9. Mais certaines personnes vont simplement vouloir utiliser encore .NET EF avec le SDK et le runtime .NET 8 parce qu'ils veulent rester sur une version LTS et pas migrer sur .NET 9. Et dans ce cas-là, il va y avoir un déphasage de version. Donc typiquement, ce que ça veut dire ici, c'est que ça va autoriser l'outil à tourner sur une version plus récente de .NET, même si ça ne matche pas celle qu'il y a au niveau de l'outil, ce qui permettra donc aux personnes d'avoir des .NET Tools qui soient plus récentes que le runtime ou le SDK installé. Et ça va globalement être tout pour cette version. Donc ici, au niveau du SDK, pas tellement de choses. Par contre, quand même assez intéressé par la partie perf, notamment cette partie loop optimization et également cette partie PGO ici, moi qui m'intéresse au plus haut niveau parce que c'est clairement ce qui va me faire bénéficier mon code source aujourd'hui d'amélioration de performance. Pour la partie IoT, je suis pas encore trop concerné et pour ARM64, moi je tourne sur du x86 pour le moment. Alors quand je dis x86, je banalise le type de processeur. Bien entendu, on est en 64 bits, mais c'est Intel x86 dans la logique avec les instructions qu'on connaît depuis des années. Et donc tout ce qui était avant cette partie performance, si je ne me trompe pas, je jette un rapide coup d'œil, a été traité dans ma précédente vidéo. Donc au final, ah non, si, encore un truc au niveau de Link, effectivement, on a maintenant, je suis même pas sûr d'en avoir parlé, mais bon, au cas où j'en rappelle, on a une méthode index qui a vu le jour, donc qui va nous permettre en fait d'itérer sur une collection et de récupérer à la fois l'index de l'élément pendant l'itération et également l'élément sur lequel on itère. Donc en fait ici, par exemple, très simple à comprendre, on a un fichier qui contient plusieurs lignes et si je fais un for each de quelque chose dans ce index, je récupère un value tuple où le premier élément de ce value tuple est l'index de l'élément et le second est la ligne, ce qui va donc nous permettre en fait d'avoir l'index pendant qu'on parcourt, ce qui évite donc aussi également de faire un for pour pouvoir parcourir l'élément et devoir le transformer en liste et ainsi de suite, ou d'avoir une variable int j au-dessus et de faire un j++ dans le for each. C'est toujours bon à prendre et bon à savoir. Je suis pas convaincu que ça va changer les usages du jour au lendemain, mais en tout cas ça peut être sympa à voir aussi si ça va pas permettre avec les avancées du framework .NET d'avoir une méthode plus performante que ce qu'on faisait avant, parce que des fois c'est le cas, et pour ça je te renvoie vers .NET 7 avec les méthodes sum, average et ainsi de suite, min et max si je me trompe pas, qui ont été vachement boostées. Et voilà, c'est tout pour .NET 9 en tant que tel. On va passer à EF Core 9. Alors la dernière fois, c'était EF Core qui avait plus bossé que .NET, j'avais l'impression. Et bien cette fois-ci, ça m'a l'air d'être pareil. Donc, je vais passer rapidement sur ce qu'on a vu, sans reprendre de temps dessus. Encore une fois, tu pourras voir ça dans l'autre vidéo si ça t'intéresse. Il y a ça qui est assez intéressant, la notion de uncorrelated subqueries. Donc, pour moi, je trouve ça vachement intéressant parce qu'ici, par exemple, tu vois, on a deux requêtes au sens EF. C'est-à-dire qu'on a la récupération des postes avec une première requête qui fait juste un premier filtre où le titre contient .NET et après on se base sur cette variable pour faire un autre filtre avec l'ID est supérieur à 2 et je vais récupérer les postes, le nombre de postes qu'il y a dans cette contrainte-là, et en fait, ça a été divisé en deux pour cette simple et bonne raison, c'est que ce nombre de postes qu'il y a là qui contiennent .NET va être utilisé ici pour un count. Et donc, en EF8, donc la version actuelle, on a ça, c'est-à-dire que EF, quand il voit ça, et qu'il lit en fait, et qu'il essaie de traduire le SQL, le link, pardon, en SQL, il va faire deux requêtes. Il va faire d'abord un select count star, et après, il va faire un autre select, et il va agréger tout ça pour le mettre en fait dans l'objet de résultat. Et bien en EF9, ils ont fait une requête qui est beaucoup plus proche de ce qu'on écrirait si on devait le faire en SQL, c'est-à-dire qu'il y a une sous-requête select count qui est dans la requête principale. Donc pour eux, le principal avantage, c'est que ça évite de faire un aller-retour avec le serveur SQL. Moi, j'y vois un autre avantage, et je pense que certains qui vont regarder cette vidéo le verront en même temps que moi, c'est que le plan d'exécution sera optimisé pour éviter d'avoir à faire différentes requêtes avec des likes, et donc ici, c'est directement dans une seule requête qui en plus de ça pourra être paramétré, même si là c'est en dur, on l'a vu dans la vidéo précédente, ça peut également être paramétré. Ensuite, il y a une méthode toHset async qui a vu le jour parce que le toHset existait déjà, donc maintenant on peut faire en fait tout simplement une requête toHset async pour avoir un H7 comme type de collection de sortie. On prend.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Je descends, je descends, je descends. Alors, au niveau des séquences, alors moi j'étais pas du tout un expert sur une séquence, sur la notion de séquence en base de données, donc j'ai demandé à quelqu'un de m'expliquer ça, Arius du Discord, qui m'a expliqué que c'était pas très utile en soi, donc voilà. Mais il faut savoir que si jamais dans un projet on a besoin d'utiliser la séquence, maintenant avec EF Core on peut aller un peu plus loin dans la paramétrisation de la séquence, notamment la possibilité de définir la valeur minimum et maximum, de définir si cette séquence est cyclique, c'est-à-dire que quand elle atteint son maximum, elle revient au début, à quel élément elle démarre, de combien elle s'incrémente, et une notion de cache qui va nous permettre en fait de faire une requête SQL un peu plus poussée en fait ici au niveau de la création de la séquence. On peut également désactiver le cache. Donc ça, je suis pas du tout en fait spécialiste en SQL pour dire à quoi servent les séquences et si c'est mieux avec ou sans cache. Mais dans l'idée, c'est que maintenant, au moins ceux qui en ont éventuellement besoin peuvent le paramétrer au niveau de F-Core sans être ennuyés. Ensuite, ça, je pense que ça va plaire aux fanats de SQL, la notion de field factor pour les clés et les index. En gros, dans l'idée de ce que j'en ai compris moi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire que même si j'ai une clé ou un index, je peux avoir un field factor pour qu'il ait une taille fixe au niveau de la mémoire et que ça permette en fait de faire en sorte que on utilise au mieux les capacités mémoire du moteur de base de données. Donc ça doit être utile dans certains cas très précis en termes d'optimisation de performance. Bien entendu, ce n'est pas à mettre par défaut et ça doit s'évaluer par rapport à un ensemble de métriques bien précises, mais encore une fois, je trouve bien que maintenant on puisse passer par EF avec des méthodes assez simples pour mettre en place ce genre de petit tuning au niveau de la base de données sans devoir passer par du scripting SQL, c'est directement dans l'outil. Je passe tout ce qu'on a déjà vu, tout ça on a déjà vu. Alors, pour clôturer ce billet de blog et donc cette preview 2, il y a quelque chose qui pour moi est assez intéressant. J'en ai parlé juste avant de la commande .NET-EF et maintenant ils ont fait en sorte qu'il y ait moins de builds quand on fait l'utilisation de .NET-EF, parce qu'il faut dire tout simplement qu'avant, dès qu'on fait .NET-EF une commande, on avait systématiquement un build du projet, ou voire même de la solution. Et bien maintenant, ça va permettre d'être un peu plus intelligent, éviter de faire un rebuild systématique. Et on remarquera que c'est d'ailleurs une contribution communautaire comme beaucoup d'autres au-dessus, ce qui veut dire que même si les ORM sont critiqués par une grosse partie de la communauté, il y a une autre partie de la communauté qui y contribue et qui apprécie d'utiliser ces outils pour gagner en productivité. Encore une fois, je pense que la vérité est entre les deux, entre l'absence totale d'ORM ou la présence à 100% d'ORM. Je pense qu'il y a un entre-deux et que c'est mieux de se situer à cet endroit-là pour trouver le bon équilibre avec l'utilisation d'un ORM. Je ferme la parenthèse. Donc, EF9, encore une fois, j'ai l'impression que c'est eux qui ont le plus bossé, donc ça bouge beaucoup, c'est très bien. Ce sera une version intermédiaire, c'est pas une LTS parce que en fait ça va suivre le même rythme de version que .NET. Donc par définition, elle devrait être un poil boudée, mais dans EF10 tout ça va se retrouver et sera peut-être même peaufiné, amélioré et éventuellement corrigé s'il y a des bugs. Donc une bonne version intermédiaire et des bonnes choses qui arrivent. Je trouve ça sympa. J'ai l'impression qu'en fait, sans faire de gros changements dans son code, on va avoir des améliorations de SQL qui devraient nous permettre de mieux profiter de la base de données. Maintenant, ASP.NET Core 9. Alors, la dernière fois, je suis clairement resté sur ma faim. Il n'y avait rien autour de Blazor. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai été voir Blazor. Et en fait, on a un truc qui a été ajouté. Alors, ok, je suis d'accord avec le principe de dire que l'injection de dépendance devrait passer par le constructeur. Jusque-là, ça me semble logique. C'est le pattern à privilégier quand on fait de l'injection de dépendance. On pouvait le faire par propriété, et d'ailleurs en Blazor, on n'avait pas le choix de faire par propriété, mais ça reste une pratique moyenne parce que ça veut dire qu'on est capable de construire un objet sans lui donner les dépendances dont il a besoin et qu'il faut les faire a posteriori. Donc pour moi, c'était un petit peu... voilà. Sauf que maintenant, avec Blazor, j'avais pris l'habitude et ça me semblait assez logique vu que ce n'est jamais moi, en tant que développeur, qui instanciait un composant Blazor. Jamais c'était le framework. Donc le framework se chargeait de faire l'instanciation et l'injection de dépendance, et puis de lancer le cycle de vie. Et c'était totalement ok pour moi. Sauf que, en .NET 9, on va voir arriver la notion d'injection par constructeur dans nos composants Blazor. Alors, autant ça nous permet de respecter la bonne pratique, autant je ne comprends toujours pas le besoin derrière ça. Je veux dire, on est habitué maintenant depuis 5 versions de Blazor de travailler avec l'injection par propriété, ça marche
bien, et on a tout un ensemble de patterns, on a des habitudes. Donc maintenant, en .NET 9, il sera possible de faire l'injection par constructeur, et donc ici ils sont passés par le constructeur principal pour pouvoir faire cette injection par constructeur qui ne fait qu'affecter une propriété. Ok, bon, c'est que peut-être qu'il y avait un besoin technique derrière, donc je ne vais pas critiquer cette amélioration qui pour moi me semble effectivement mieux respecter la logique de l'injection de dépendance, mais je sais pas si c'est vraiment le truc sur lequel il fallait mettre tous les efforts, donc pourquoi pas. Ensuite, pour la partie serveur, alors je rigole encore et ça me fait sourire de ceux qui disaient dès .NET 3.0, oui, mais de toute façon Blazor Server c'est mort-né parce que c'est un faux SPA, il n'y a que WebAssembly qui est vrai. Eh bien on est en .NET 9 les gars, et on continue à faire beaucoup de choses côté serveur, donc voilà. Donc sur la partie interactive serveur, c'est-à-dire où est-ce qu'on a un pont WebSocket avec le front, on a par défaut la compression pour la partie WebSocket avec des directives de sécurité. Maintenant, il est possible de faire en sorte de désactiver cette compression et de mettre en place, en fait de désactiver un certain nombre d'éléments. Donc ce que dit Microsoft là-dedans, c'est-à-dire que la façon dont c'est fait aujourd'hui fait qu'ils ont fait un choix pour que les communications entre le serveur et le front par le biais du pont WebSocket pour Blazor Interactive Server soient plus performants que sécurisés. Si on lit ce qui est écrit, c'est exactement ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'on a plus de performance, mais un poil moins de sécurité par rapport à la notion d'iframe. Et si on veut permettre d'être plus extensible par rapport à ça, en fait, on va augmenter la sécurité, mais baisser la performance. C'est exactement ce qu'ils vont dire ici, c'est-à-dire que la compression WebSocket va nous permettre de l'embarquer dans n'importe quel iframe, mais cela peut résulter dans une baisse de performance. Par défaut, pourquoi pas? Je pense que c'est pour des cas où en fait les gens ont envie de commencer à travailler en Blazor et veulent faire leurs premiers composants, leur première application Blazor et les intégrer dans des applications déjà existantes, et donc ils ont dû commencer à rencontrer des problèmes avec cette notion d'iframe pour intégrer une partie de l'application comme ça et l'avoir en Blazor et pouvoir tester la techno. Donc au final, ce que Microsoft propose ici, c'est de faire en sorte de pouvoir gérer ce problème-là avec potentiellement une perte de performance. Personnellement, je ne suis pas concerné, donc je n'y toucherai même pas à cette partie-là. Et puis voilà. Et ouais, c'est déjà la fin. Donc en fait, c'est ce que je disais un petit peu, et c'est pour ça que j'étais un peu déçu, et que là, quand je fais ma review avec vous, je suis un peu déçu, c'est que voilà. J'attends quelque chose de Blazor en .NET 9, j'attends des trucs qui sont là depuis longtemps, comme par exemple la possibilité, et ça commence, parce que le pont WebSocket ici on peut le configurer pour la partie compression, mais par exemple moi j'attends d'avoir une vraie stratégie de reconnexion au niveau pont WebSocket, parce que pour l'instant, en Blazor, si le front perd la connexion WebSocket avec le back, on a juste une page grisâtre où il y a un bouton reload to actualize, et je trouve pas ça top. Il faudrait des systèmes qui sont un peu plus poussés. Alors bien entendu, on peut mettre en place du scripting et tout ça, mais de ce qu'en disait Microsoft, on avait pas mal de choses qui allaient arriver sur la gestion, par exemple la durée de vie des sessions en WebSocket et avec les ponts. Donc il y a eu des choses qui ont été faites en .NET 8 et normalement c'était prévu pour .NET 9, et là pour l'instant, moi je reste sur ma faim. Je veux dire, j'avais pas besoin de l'injection par constructeur. Ça, j'en ai pas besoin, mais je peux le comprendre. Mais alors, l'injection par constructeur, c'était pour moi un combat qui n'avait pas à mener. Alors attention, encore une fois, on a la preview 2, et peut-être que ce point technique en particulier était nécessaire pour autre chose, une autre évolution. Je sais pas encore, mais bon, voilà, je trouve que pour l'instant, c'est pas les bonnes batailles qui ont été combattues. Ensuite, on avait parlé de ça. Ici, on en avait parlé également. Rien de particulier à cet endroit-là. Alors, il y a eu des modifications au niveau de HTTP.6 pour qu'on puisse en fait aller un peu plus loin sur la gestion de ici de ce que ça a l'air assez lié à Windows par rapport à l'authentification avec un Active Directory pour récupérer l'identité Windows. Donc il y a quelques éléments qui ont été ajoutés pour la partie cache. Et donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui utilisent cette fonctionnalité là. Ça arrive quand même très tardivement dans .NET parce que bon, on a la version 9 et donc ça me laisse présupposer que pas tant de personnes que ça se connectent avec leur compte Windows sur une application ASP.NET. Donc voilà. Bon, ça on l'avait déjà vu, il n'y a pas de nouveauté là-bas, et puis voilà quoi. Donc ASP.NET pareil, c'est très 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 timide. Ça avance tout doucement mais super timidement. J'attends de voir la preview 3 pour voir si effectivement il y a un truc, notamment Blazor, moi je suis à fond dessus, qui va me hyper et faire enfin ça arrive, ou waouh c'est génial, je ne m'y attendais pas quoi. Là pour l'instant, un petit peu déçu de mon côté.
Ensuite, et pour terminer surtout, MAUI. Alors MAUI, au final, il n'y a pas en fait, de documentation comme c'est le cas pour les autres. Ça fait un peu penser d'ailleurs aux parents pauvres. Même si au final, pour l'avoir utilisé même un peu plus en détail, je trouve que MAUI est quand même plutôt pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait tout ce qui a changé. Et comme on peut le voir ici, on a quand même beaucoup de points qui ont été refaits, enfin qui ont été tout de moins corrigés, améliorés, ajoutés dans cette preview. Donc ça bouge beaucoup. Et encore une fois... donc pas mal de choses sur les tests, la doc qui a été mise à jour, la mise à jour des dépendances, du nettoyage et de la gestion propre du code source. Mais surtout, regardez, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'on a de nouveau 6 nouveaux contributeurs qui ont fait leur premier pull request et qui ont contribué à MAUI. Et là en bas, on a tous les contributeurs avec 40 autres qui sont ici, donc enfin tout cela, tout du moins, là, toutes les images, donc 40 contributeurs pour cette simple preview 2. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, MAUI en fait est assez intéressant d'un point de vue communautaire, les gens s'y intéressent, clairement. Donc côté Microsoft, il n'y a pas tellement de ressources dessus, j'ai l'impression, enfin je vois pas vraiment de personnes qui bossent chez Microsoft dessus, mais clairement ça bouge beaucoup. Enfin en tout cas MAUI, même s'il n'y a pas de blog post en bonne et due forme pour mettre en avant l'une ou l'autre chose, regardez le nombre de points dans une simple preview de .NET 9. Alors bien entendu, tout n'est pas extrêmement... là par exemple le dependency update, ça fait une grosse liste de points juste pour dire qu'il y a eu des mises à jour de packages ou des dépendances. Donc voilà, ça remplit un peu le vide, on est d'accord. Mais pour le reste, je trouve que ça bouge beaucoup. Et donc j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont mis en MAUI. Après tout, il faut dire aussi une chose, c'est que si MAUI se casse la gueule, il n'y a plus rien en .NET, de solution officielle Microsoft j'entends, qui permet de faire de l'application mobile. Parce que Xamarin, il va mourir dans quelques mois, et il n'y a plus que MAUI qui peut le remplacer. Donc la version 7 de MAUI était vraiment catastrophique, parce que ça a été sorti, ils en ont encouché au forceps, ça arrivait dans la 6.5 puis la 7, donc c'était vraiment une catastrophe, c'était pas mature et tout ça. La version 8 a corrigé énormément de choses, beaucoup plus stable, beaucoup plus plaisante à utiliser, et quand je vois ça, je me dis clairement que sur mon backlog de cours que je vais tourner, MAUI est en train de gagner pas mal de positions. J'ai même l'impression qu'en fait, il y a des choses qui ont dû être backportées en .NET 8. Donc, franchement, moi, je suis vachement enthousiaste sur cette nouveauté, sur cette nouvelle version de MAUI qui va arriver. Et je pense vraiment qu'il faut donner sa chance à cette techno et lui donner des bons projets pour avoir une bonne vitrine et que ça lance un peu la machine. Alors, on soit bien d'accord. MAUI, c'est dans le même truc que React Native et Flutter, alors je le range dans le même sac pour moi, pour une simple et bonne raison que c'est la possibilité d'écrire un code qui tourne sur toutes les plateformes. Donc c'est dans le même sac. Si tu veux de la haute performance, tu as une application qui nécessite des trucs extrêmement pointus, tu pars sur du natif. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. MAUI, c'est faire une application mobile facilement, rapidement, être efficient et pouvoir le faire en restant en C#. Donc clairement, tu n'auras pas les perfs du natif et clairement, tu auras des choses que tu ne pourras pas faire, mais je vais dire que bien entendu, il y a des extrêmes, mais dans 80% des cas, ça suffit largement. Donc, là, quand je vois cette liste de tout ce qui a été fait, y compris que pour une preview, il y a 6 nouvelles personnes qui ont rejoint la liste des contributeurs avec leur premier PR, moi je me dis que ça vaut le coup de le suivre quand même. Donc après, si vous le souhaitez, je vais vous mettre le lien sous la vidéo, vous pouvez aller voir un petit peu tout ce qui a été modifié. On a pas mal de fois ce qui fait écrit fixe, donc des choses qui ont été un petit peu mises à jour, propres à une plateforme. Et sur Windows, je pense qu'il y a quand même pas mal de boulot à faire avec WinUI 3, petite parenthèse. Mais voilà, c'est intéressant et ouais, pareil, j'aurais hâte de travailler avec cette nouvelle version. Donc, que dire au global de cette nouvelle version de .NET 9 Preview 2. Sur certains aspects, c'est timide, très, voire trop timide. ASP.NET Core qui est quand même le fer de lance de .NET. Et il n'y a pas tellement de trucs de folie dessus. EF Core, ils ont taffé comme des malades. J'ai l'impression qu'avec MAUI, ils se sont fait des soirées pour dire allez, on se fait des paris, celui qui en fera le plus ce mois-ci. C'est ceux qui bossent le plus. Quant à .NET 9 en principal, des petits ajouts intéressants, mais alors par contre sur la partie performance, comme à chaque fois, moi je les attends toujours au tournant de chaque version, et quand je lis ce qu'ils ont fait dans la version précédente, je me suis dit c'est impossible qu'ils fassent mieux, et pourtant ils y arrivent. Donc, pourquoi j'attends .NET 9 perso? Pour pouvoir tester MAUI en .NET 9, pour pouvoir mettre à jour EF Core sur mes projets,
et pour pouvoir tester cette nouvelle performance. Pour l'instant, en Blazor, il n'y a rien qui me motive à passer et j'ai pas de besoin. Ça m'est arrivé dans les versions précédentes de me dire waouh, il faut que j'installe la preview et que j'essaye. Là, non. Dis-moi ce que toi tu penses dans les commentaires, réagis par rapport à ça, ce que je t'ai présenté, si t'es pareil que moi, ou s'il y a des trucs qui sont par rapport à tes projets qui te motivent énormément. Dans tous les cas, comme à chaque fois, on se tient au courant. Pour la preview 3, tu peux compter sur moi, on fera également une review et je te donnerai mon avis sur cette preview 3 le mois prochain. D'ici là, porte-toi bien, n'oublie pas que si tu veux plus de contenu autour de techno.net, tu peux soit t'abonner à ma chaîne pour avoir accès à des vidéos privées, soit aller sur ma plateforme achetersurlink.com. Dans tous les cas, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour des techno.net.